Si vous deviez compter le nombre de musulmans qui viennent à la mosquée, c'est une proportion très infime. Très, très infime. C'est ma foi qui anime mes engagements. C'est ma foi qui me pousse à faire du bien en fait autour de moi. Hier, j'étais à une table, il y avait 5 musulmans. Ça parle pas d'islam. On parle d'Mbappé, on parle de la situation des Gilets jaunes. On parle jamais du fait de dire « Oui, mais regarde cette sourate ». Non. À titre personnel, j'ai jamais eu le sentiment que l'islam pouvait être misogyne. J'ai vu des musulmans misogynes, ce qui est totalement différent. J'ai l'impression que de plus en plus de musulmanes et de musulmans libres font leur coming out. Mais véritablement leur coming out, c'est-à-dire osent dire qu'on peut vivre son rapport à l'islam en dehors des carcans traditionnels. On le vit de façon, en tant que Français, parce que c'est des Français qui ont été touchés, de différentes religions. Donc on est touché sur notre propre chair. Et en même temps, on se dit, bon, ça va se retourner contre nous parce que, encore une fois, c'est fait au nom de l'islam. En 2015, oui, c'était très compliqué même. Je comprenais un peu le regard qui est posé sur moi, parce que voilà, que je le veuille ou non, je représente quelque chose. Hein. Donc, mais je comprends ce regard, mais j'ai fait avec. Je me suis mise à pleurer parce que je pensais à la fois à l'unité nationale qui risquait d'être ébranlée, et ensuite parce que, en tant que musulman, en tant que croyant, je me suis dit, là pour le coup, qu'est-ce qu'on va s'en prendre en plein la figure? Vous savez, pour tout vous dire, à chaque fois qu'il y a un attentat, maintenant, les musulmans, tous en France, se disent pourvu que ce ne soit pas un musulman. Comment vous voulez que j'explique à ma fille qui a 7 ans? Hier, elle m'a sorti, maman, on est musulmans. Mais pourquoi les musulmans, ils tuent? Comment lui dire, ma fille, ça, c'est pas l'islam?
Le vocable islam est anxiogène. Il génère beaucoup de fantasmes. Nous avons 4 I qui hystérisent les débats. Identité, insurrection, islam et insécurité. Et en fait, cette espèce de truc où tu analyses une religion sans les gens concernés par cette religion, bah, ça peut donner que, un, de la caricature, et deux, un peu de la gêne. C'est-à-dire que les musulmans aujourd'hui pensent et savent que les médias peuvent être un ennemi. Ou si c'est pas un ennemi, que les médias sont peu crédibles. J'estime que le danger aujourd'hui, c'est l'islamisation de la France. Voilà. Oui. Le combat contre l'islamisme était un combat central. Il y a 1500 cités aujourd'hui qui sont tenues par les barbus, les djellabas. On est en pré-guerre civile. Je pense que le problème en France, aujourd'hui, c'est l'arabisation et l'islamisation de la France. Islamiste et terroriste. C'est le danger. Les rares voix qui se dressent pour essayer de mettre un peu d'ordre, eh bien, ne sont pas suffisamment entendues et leurs voix ne sont pas suffisamment relayées par les tribunes médiatiques ou certaines tribunes médiatiques, occupées qu'elles sont par la focalisation sur le vil, le pervers, le négatif, le maladif et l'innommable. On braque tout le temps les projecteurs sur l'islam rigoriste, alors soit l'islam djihadiste, soit l'islamisme non violent, qui est plutôt dans un projet politique. Je pense malgré tout qu'il y a dans certaines franges rigoristes de l'islam ce qu'on appelle une islamisation de l'islam. Ce fait, il est présent et on ne peut pas le nier. Par contre, de là à dire qu'il y aurait une islamisation généralisée de la France, voire des institutions françaises, là, ça fait partie quand même du fantasme de ce qu'on appelle le grand remplacement. Le grand remplacement, il a déjà commencé. Vous allez dans toutes les banlieues de nos grandes métropoles. Vous avez des pans entiers de notre territoire où le mode de vie est régi par les normes islamiques. En pourcentage, vous diriez que les musulmans représentent quoi dans la population française? 60%. Que 60% de la population française est musulmane. Donc l'islam serait la première religion de France. Le vrai chiffre, en fait, c'est 7,5%. On est le pays dans le monde, d'après cette étude, qui surestime le plus. Le nuage de peur et de méfiance de l'islam est en train de se former et il devient une sorte de réalité, quelque chose qui plane sur la société. Et on dit, c'est la vérité. Alors qu'en dessous, il y a des trajectoires complètement inverses. Ce qui est visible, comme une sorte de nuage, c'est une minorité, mais c'est une minorité visible, active. On a l'impression, en tout cas un certain nombre de nos concitoyens, ont intégré l'image du musulman comme étant farouchement, indéfectiblement, viscéralement attaché à une religion dogmatique, incapable de s'adapter, incapable de faire des compromis et de négocier ses croyances et ses points de vue. C'est faux. On voudrait nous dépeindre les musulmans de France comme étant une entité monobloc, alors que c'est loin d'être le cas. Il y a quasiment autant d'islam en France qu'il y a de musulmans, clairement. Donc on voudrait que ce soit une communauté unie autour d'un schéma ou une vision du monde qu'ils partageraient tous, mais loin s'en faut. Je suis français, c'est mon rapport à la terre, mon entourage est français, ma culture est française, et je suis des confessions musulmanes. Mes parents m'ont jamais demandé de pratiquer. Je suis allé à l'école arabe quand j'étais plus jeune, mais après, on va dire, notre rapport à Dieu, c'est de faire le bien autour de soi, et puis d'être bien avec l'autre, voilà, de façon très simple. Il n'y a pas une pratique particulière. Moi, je vois dans ma famille, mes parents ne connaissaient pas la mosquée avant que je leur dise ça serait bien qu'on y aille un petit peu quand j'étais ado. C'était pas quelque chose de naturel. Moi, je me considère comme pratiquante. Je fais la prière, je jeûne pendant le mois de Ramadan, mais c'est pareil. Le jeûne, je l'adapte, c'est-à-dire que ça garde quand même tout son sens. C'est-à-dire que quand je le fais, il
Il y a vraiment une intention sincère derrière, et pas juste le faire pour le faire. Je l'ai, la foi. Je l'ai depuis ma plus tendre enfance, depuis que ma mère m'a enseigné l'islam, m'a transmis l'islam. J'ai même le souvenir d'une expérience fondatrice forte. C'est le moment dans la prière rituelle pour les musulmans de la prosternation, que je n'ai pas du tout vécu comme une soumission à Dieu, donc un renoncement à ma liberté, etc. Mais que j'ai vécu comme un moment mystique très pur. Et ça ne m'a jamais empêché d'être philosophe. En fait, ça vous donne un sens. Ça donne un sens à votre vie et c'est une façon un peu transcendantale de dépasser peut-être les problèmes du quotidien et d'avoir l'impression de faire partie d'un tout. Et c'est ma façon, en fait, de réussir à vivre dans une société qui est quand même très consumériste et très matérialiste. C'est ma foi qui anime mes engagements. C'est ma foi qui me pousse à faire du bien en fait autour de moi. Ouais, c'est quelque chose de très très présent dans ma vie, dans mon quotidien. Nous sommes en réalité très très nombreux aujourd'hui, je vais le dire d'une manière très simple, à n'avoir aucun problème avec notre religion. Parce que la religion telle que je la vis n'est ni dogmatique, ni violente, ni agressive, ni incompatible avec la société française dans laquelle j'ai les deux pieds. La situation, elle dit des choses très paradoxales, très contradictoires. Pour moi, l'enseignement, c'est la polarisation. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont en train de s'intégrer et qui sont en train d'inventer une nouvelle façon d'être français et musulman ou d'être musulman et français. Et puis il y a ceux qui sont polarisés vers la radicalisation et la religion sert de support. Il y a une dichotomie très forte entre deux catégories de population. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est une attitude qui vise à suivre à la lettre et avoir une conformité physique, intellectuelle et spirituelle avec ce qu'on considère être juste. Certains prédicateurs, certains doctrinaires ont tenu un discours on ne peut plus simpliste. Ta vie ici-bas est ratée parce que tu t'es éloigné des sources fondamentales et originelles de ta religion. Donc, tu n'as qu'à appliquer au pied de la lettre ce que Dieu veut pour toi et dont je suis seul à pouvoir te l'expliquer parce que moi, j'ai scruté la volonté divine, voire j'ai pénétré le désir politique de Dieu. Il y a un retour du religieux qui touche pas uniquement des jeunes ou des moins jeunes issus des cultures maghrébines. On a ça dans une partie du monde juif, on a ça dans une partie du monde catholique, on a une poussée très importante des évangéliques. Donc, on ne peut pas dire que c'est propre à l'islam. La difficulté que nous avons, c'est que les tendances les plus fortes au sein de l'islam, aujourd'hui, qui donnent une sorte de même si elles ne sont pas majoritaires, à ce qui se passe dans le monde musulman, sont les plus radicales, avec la volonté de mêler la question sociale à la question religieuse. Comment peux-tu oser fêter une fête qui n'est pas la tienne et qui ne correspond en rien à tes références religieuses? Donc mon frère, ma sœur, je te conseille ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah Azza wa Jal en ce 31 décembre. Ne réveillonne pas, ne fais pas partie des gens qui célèbrent cette fête. La question que posent ces pratiques rigoristes, c'est au fond la volonté de faire partie de la communauté nationale française. On attend d'une société, quelles que soient nos différences, notre ignorance des autres, une affirmation que nous sommes dans le même espace. Quand on n'est plus dans le même espace, à l'intérieur de la même société, il y a un problème de société. Les signes d'intolérance et de racisme, voire les agressions contre les immigrés, n'ont pas manqué ces derniers temps. Comme il y a une histoire, toujours les Arabes, toujours. Je suis d'accord avec lui, moi.
C'est vrai, c'est pas les Arabes ici. Depuis 3 ans, on enregistre en Minguette un départ massif. Je tourne toujours autour de la cité, comme d'habitude. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de loisirs, il n'y a rien. Ils arriveront le 3 décembre à Paris après une longue marche pour l'égalité des droits des immigrés, la lutte contre le racisme. Une marche contre le racisme qui cet après-midi a rassemblé des dizaines de milliers de personnes. La marche pour l'égalité et contre le racisme. En 83, lors de la marche pour l'égalité et contre le racisme, je me rappelle très bien, à l'époque j'avais 13 ans, les grands du quartier en parlaient, donc c'était un sujet récurrent de conversation, et nous avions enfin l'espoir d'avoir accès à une citoyenneté de plein droit, avec également les devoirs qui incombent à celle-ci. Marseille, le 15 octobre. Quelques banderoles, une poignée de jeunes, immigrés pour la plupart. La longue marche pour l'égalité démarre dans une indifférence quasi générale. Du sud au nord, ils partent pour rencontrer des Français, entamer le dialogue avec eux et leur tendre la main. Ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, eh bien, il faut l'arrêter. La marche des beurs est indéniablement un moment clé parce que la marche des beurs, c'était, on l'a oublié, l'idée de cahier de doléances. Les jeunes beurs, ils arrivent, ils ont des cahiers de doléances. Ils ont un rapport très précis à notre histoire enseigné par l'école, et leur modèle, d'une certaine manière, c'est la Révolution française. Et là, pour le coup, ils se projettent comme une sorte de tiers-État à qui on doit donner des droits. Voilà. Et à ce moment-là, l'identité religieuse est absente. Comme il se l'était promis à leur départ de Marseille, les 32 marcheurs ont traversé Paris. Derrière eux, des dizaines de milliers de personnes sont venues soutenir leur marche pour l'égalité et contre le racisme. On ne prend pas la mesure de ce qui se passe. Il est plus simple de dire, au fond, on va faire quelque chose de manière générique sur l'humanisme et la discrimination, sans voir comment, très concrètement, on peut améliorer la situation réelle des gens à partir de la question du salaire et du travail. Et pourquoi vous êtes monté de Marseille jusqu'à cette manifestation? Parce qu'on y croit à la marche. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous attendez? Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout. Là où il y a une vraie césure, c'est vraiment... Vous mettez le doigt sur le point zéro de la genèse de ce qui nous arrive aujourd'hui. Là où nous avons vraiment senti ça comme un camouflet, ça a été avec le slogan « Touche pas mon pote ». Parce que nous voulions la protection de l'État en tant que citoyens, et on nous mettait sous la bienveillante et condescendante protection de nos concitoyens, qui semblaient dans cette histoire avoir un statut supérieur au nôtre, alors que citoyens français, comme nous. Le détournement de la main de Fatma avec le logo, pareil, autre camouflet. Donc, il y a eu une vraie fâcherie, entre guillemets, de cette jeunesse que nous étions avec la politique. Que les gens qui nous en veulent comprennent et entendent ce que l'on ressent, ce que l'on a envie de dire, essayent de nous comprendre. La nature ayant horreur du vide, il a fallu trouver autour de quoi s'organiser. Alors, il y a eu la musique, il y a eu le rap, il y a eu tout ça, mais montrant vite ses limites. Et au bout d'un moment, ce qui nous réunissait tous, les Maliens, les Algériens d'origine, c'était la religion. Et du reste, le vocabulaire a progressivement glissé et l'identité de travailleur a disparu pour laisser place uniquement aux musulmans. On dénie une utilité sociale à la fois pour la personne elle-même et pour l'ensemble de la société, pour ne laisser que cette étiquette de musulman qui n'a plus rien à voir avec le séculier. On a dénié une sorte de citoyenneté. On s'adresse à vous comme musulman, vous dites « oui, je suis musulman ». Et en même temps, on ne voit pas que cette identité de jeunes musulmans ou de musulmans, c'est le produit, je dirais, de la défaite des partisans de l'émancipation sociale. Il faut le dire comme ça. Pas de travail, tout ça. Il y a des chômage. On a beaucoup ici, le chômage. Ouais. On a beaucoup de chômage. Ah, parce qu'ils ont arrêté l'école, tout ça. Ils ont arrêté.
Notre génération, elle se rend compte que finalement, elle va peut-être pas mieux vivre que la génération qui l'a précédée. Elle se rend compte que finalement, elle a eu le droit à des écoles qui étaient peut-être pas de la même qualité que toutes les écoles françaises. Elle a eu le droit à des services publics qui étaient peut-être pas de la même qualité, mais ça se retrouve aussi dans les zones rurales. Et elle se rend compte qu'il y a un certain nombre de portes qui sont fermées parce qu'il y a des discriminations réelles à l'embauche qui existent. Et au final, elle n'a plus de perspectives positives. Vous avez 2 fois moins de chances d'avoir un entretien si vous avez un nom à consonance juive que si vous avez un nom à consonance chrétienne. Et si c'est à consonance musulmane, 5 fois moins. Michel, il a besoin d'envoyer 4 CV pour obtenir Exactement. un rendez-vous. Dove, le juif, 6 CV. Et Mohamed, le musulman, 20 CV. 20 CV. On mesure pour la première fois la discrimination à l'embauche. C'est-à-dire que vous prouvez que c'est plus difficile de trouver du travail quand on est musulman en France que quand on est noir aux États-Unis. Tout à fait. On voit une incroyable discrimination des garçons musulmans, et notamment quand ils ont un engagement associatif lié à l'islam, mais pas les filles. Les filles sont infiniment moins discriminées. Et si elles n'ont pas d'engagement lié à l'islam, elles sont traitées comme le reste des Français. Mais la société française, ce n'est pas que ça. C'est une société aussi qui intègre largement un très grand nombre de jeunes d'origine et de culture musulmane. Il n'empêche que ces jeunes ont le sentiment de se trouver face à une société monolithique qui les rejette en bloc. Bon. Donc il y a ce sentiment qu'on n'arrivera jamais véritablement à faire partie de cette société. Hein. Le sentiment que quoi qu'on fasse, on est rejeté, on est stigmatisé, on est discriminé. On a un autre dossier également où la personne, il y a eu un refus d'embauche où on dit à la personne carrément je préfère embaucher une personne française. Et c'est écrit noir sur blanc. Cette difficulté d'intégration va chercher des réponses dans une affirmation identitaire dont la croyance religieuse est le référent, mais qui relève en fait d'une autre logique à mon sens. On voit comment une situation sociale particulière exacerbe le besoin de croyance, mais n'est pas inhérente en quelque sorte à la nature de cette croyance. Effectivement, des gens qui étaient dans un certain malaise identitaire, sans savoir trop qui ils étaient, partagés entre un pays d'origine où ils ne sont pas reconnus, un pays, la France, où ils ont le sentiment de ne pas être également reconnus à part entière. Tout d'un coup, il y a un entre-deux qui se construit, qui sublime, et qui est cette islamité assumée. Ils se sont dit, bon ben voilà, il faut être musulman, il faut affirmer notre islamité, pas dans un sens agressif, mais il faut qu'on montre qu'on est là, il faut monter des marques d'islamité. C'est pas un phénomène de masse, mais ça apparaît dans les banlieues, effectivement, dans le Val d'Oise, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne. Ce qu'on connaissait du monde musulman était, depuis les dernières décennies, dans le mouvement de décolonisation, plutôt placé sous le signe de la convergence avec l'évolution occidentale, le socialisme arabe, les décolonisations qui, d'une manière ou d'une autre, se référaient à un modèle d'occidentalisation économique, industrielle, technique et sociétale. Et puis, là-dessus, changement de direction, on assiste à un retour des signes religieux, d'une certaine pratique religieuse, mais plus largement, une sorte de revendication identitaire du fond culturel musulman, qui n'implique pas nécessairement une grande adhésion dogmatique à la religion, mais qui a modifié complètement le tableau. Le fait de s'inscrire comme un musulman, c'était aussi valider le fait de dire à la société « fuck, vous ne m'avez pas reconnu, très bien, je vais être le personnage que vous voulez », qui est un personnage patibulaire, qui est un personnage qui va s'inscrire dans une altérité absolue. Votre altérité absolue, je l'ai bien compris, c'est l'arabe, c'est le musulman, c'est la musulmane. Donc, on voit fleurir, effectivement, des indices physiques, vestimentaires, parce qu'on veut s'inscrire en opposition à une société.
La polémique autour du port du foulard islamique. 3 jeunes filles musulmanes qui s'opposent à leurs professeurs et aux dirigeants du collège. Les 3 élèves musulmanes refusent de quitter leur foulard islamique à l'intérieur de l'établissement. Fatima et Leïla ne sont pas exclues du collège Georges Havez, mais l'accès leur en est refusé tant qu'elles porteront le foulard pendant les cours. Selon le principal, le port du foulard est incompatible avec la laïcité de l'école publique. Nous n'avons jamais fait de distinction entre nos élèves. Nous avons, je l'ai déjà dit ici, 25 nationalités. Nous avons différents cultes. Nous traitons tout le monde suivant le principe d'égalité. Il ne veut pas qu'on mette le foulard. Alors nous, si il nous accepte de mettre le foulard, on y va à l'école. Et puis s'il ne veut pas qu'on mette le foulard, eh ben, on n'y peut rien, il nous a renvoyés là. Ce qu'a ouvert 1989 avec l'affaire des foulards de Creil, c'est pour notre société française une séquence historique. C'est-à-dire que cette France qui s'était toujours représentée à elle-même, qui avait donc une conscience de soi comme un pays d'identité blanche, d'identité chrétienne, dans lequel, même s'il y avait déjà une certaine diversité, eh bien, une culture majoritaire s'était imposée, eh bien, je crois qu'à travers la présence de l'islam, c'est toute la conscience de soi ancienne, historique de l'identité française qui s'est trouvée très profondément percutée, très profondément bousculée. Le voile est beaucoup plus visible qu'avant. J'ai envie de dire, il est plus assumé qu'avant. On le portait, mais il était discret. Aujourd'hui, on ose s'assumer comme on est. Hein. Donc je comprends, j'entends qu'il y a une loi qui interdit le voile dans les établissements scolaires. Je l'entends, il n'y a pas de problème. Je me plie à la loi, il n'y a aucun souci. Mais aussi, la loi me permet d'exister en tant que femme et me permet aussi de faire ce choix, de porter mon voile, c'est ma liberté. Je m'habille comme je veux. Il n'y a aucun endroit qui m'est interdit à partir du moment où je ne représente pas l'État. Dans ma famille, on portait pas du tout le voile. Ma mère le porte pas. Et même mes parents, quand j'ai commencé à en parler, à dire que j'avais compris que c'était une obligation religieuse et que c'était ce que nous demandait le Créateur pour être en harmonie avec ses lois et ce qu'il édictait. Alors là, mes parents étaient un peu effondrés. Ils disaient, mais pourquoi elle va se couper de tout? Parce que porter le voile, ça va avoir des incidences catastrophiques sur son avenir professionnel, etc. Et ça a vraiment fait partie d'un moment de rupture avec eux aussi, je pense, et d'indépendance. On est aussi le produit de la société française, donc j'ai les mêmes droits que les autres. Donc pourquoi je dois choisir entre ma foi ou ma religion et ce que j'ai envie de faire? C'est un signe. Un signe, ça a une particularité, c'est que c'est fait pour être interprété. Et puisque c'est fait pour être interprété, on peut tout mettre derrière. Voilà pourquoi les signes se prêtent exemplairement au conflit. On voit bien, à propos du voile, les gens vont vous expliquer qu'au contraire, c'est un choix personnel, donc un signe même de la liberté, d'autres que c'est le signe d'une suggestion des femmes et que c'est insupportable. Et qui saurait trancher ce débat? Personne. Donc, ça se prête à l'investissement affectif mieux que toute autre chose. Un point de dogme se discute. Un signe. Dans les innombrables banlieues françaises, où de nombreuses jeunes filles sont voilées, c'est également l'islam. C'est également du djihad. C'est également l'islam. C'est également du djihad. Du djihad. Djihad. Ils parlent tous comme de vrais experts de tous les voiles, ça parle mal. 2019, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. On dit que les débats sont à la mode et qu'ils marchent mieux quand ils font mal. Ben faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui se voile, ce serait normal. Balance ton quoi. Nous savons bien que si on interroge des femmes sur la signification qu'elles mettent dans le port de ce voile, on trouvera presque autant de justifications et d'explications qu'il y a de femmes. C'est une réalité empirique qu'il faut prendre en compte et qui est vraie. Les gens me disent à demi-mot, pour une voilée, t'es pas si bête, pour une voilée, t'es pas si laide, tes parents et ton frère t'astreignent. Oh. Je conçois que ça puisse être une douleur d'imaginer, parce que j'ai parlé avec beaucoup de féministes, et au final, donc j'ai vraiment compris que pour elle, elle ne pouvait pas imaginer qu'une jeune fille qui avait toutes les possibilités universitaires ou professionnelles qui s'ouvraient devant elle puisse s'enfermer dans ce qu'elle considérait être un patriarcat. Et en même temps,
J'expliquais, ce qui était absolument vrai, que j'étais pas mariée, que j'avais pas de frère, que je fréquentais même pas de mosquée, qu'il s'agissait véritablement d'un cheminement personnel. Ni soumise ni aliénée, libre, libre, ni soumise ni aliénée, libre, libre. Aujourd'hui, on parle à la place de la femme. On parle pas avec elle, on parle à sa place. Donc du coup, si on fait la démarche d'aller voir ces femmes-là qui se voilent par choix, on comprendrait que c'est pas imposé, que elles sont pas ni malmenées, ni maltraitées, ni quoi que ce soit. En fait, elles font le choix de vivre leur spiritualité de cette manière. Je trouve que cette question du voile, effectivement, en France surtout, elle entraîne des débats que je qualifierais d'hystériques. J'ai fait le choix de ne pas le porter, donc toujours en lisant les textes et en me faisant mon propre avis sur la question, et non pas en imitant l'avis d'autres personnes. En général, on en fait quelque chose d'extraordinaire, alors que ce n'est pour moi qu'un détail. La question de la place des femmes voilées dans la société française et de la crainte que ça peut susciter, et donc du regard qui n'est pas toujours bienveillant que ça peut susciter, eh bien, il est lié au fait que partout le voile s'est développé. Cela s'est accompagné d'une réduction du droit des femmes. Le voile est un signe pour vous, c'est un outil religieux d'infériorisation de la femme. En tous les cas, en tant que femme, c'est comme ça que je le vis. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu. Parce qu'elle nourrit le peuple, elle n'est pas voilée, parce qu'elle est libre. C'est ça la République, c'est ça Marianne, c'est ça ce que nous devons, nous, toujours porter. Et donc, la personne qui porte le voile ici, indépendamment de ce qu'elle est, elle, personnellement, de ce qu'elle peut penser, symboliquement, elle est porteuse de cette régression que l'on voit d'une certaine manière ou que l'on lit dans les médias. C'est pas le moment de montrer son identité, c'est pas le moment de montrer sa religion. Je vous ai pas dit de porter le voile, je vous ai pas dit d'être musulmane. Je vous ai juste dit, comme moi je vous respecte, vous me respectez, c'est tout. Dès qu'il y a un acte, qui est un acte d'appartenance communautaire, parce que c'est le cas, c'est automatiquement la marque des islamistes derrière qui veulent conquérir la société française. Oh, il faut se calmer. On est dans un moment où il y a un passage difficile. On est encore dans une exacerbation idéologique sur la laïcité et tout. Mais si à chaque fois qu'il y a une manifestation de nous, ce qu'on dit communautariste par rapport au port du voile, par exemple, c'est automatiquement le signe d'une islamisation, d'une volonté derrière d'islamiser. On n'en sortira jamais. Moi, je suis pour la liberté individuelle, quelle qu'elle soit, parce que je sais que c'est ce qui m'a permis, moi, de le porter, c'est la même liberté qui m'a permis de le retirer. Et je veux, et j'y crois, je veux que la fraternité qui fait partie de notre triptyque républicain soit quelque chose de réel. Il faut que nous nous battions pour que la femme puisse disposer de son corps comme bon lui semble. Je n'imposerai pas à ma fille, comme je n'imposerai pas à ma femme, le port du foulard. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne d'elle. Elle a envie de porter un foulard, personne ne doit intervenir pour le lui interdire. Elle n'a pas envie de le porter, personne ne doit intervenir pour le lui imposer. C'est clair, net et précis. Si une femme a envie de se voiler, pour des raisons religieuses ou pas, elle a le droit. Et ce droit est fondamental. Mais le jour où elle impose à une autre femme, à raison de son origine supposée, de sa confession supposée, le même voile, là, on est dans un autre problème. Parce que là, c'est l'absence de liberté. Elles en parlent, en fait, de ce poids du quartier ou de l'environnement, on va dire, parce qu'il existe, tout simplement. C'est vrai que c'est pas un rapport direct, mets ton voile ou ne rentre pas dans la cité, il n'est pas comme ça. Mais oui, il existe, malheureusement, oui, ça existe. Surtout, oui, dans les quartiers populaires où on voit que des musulmans.
c'est une réalité. Elles nous disent, si je ne mets pas, si je ne ressemble pas à l'autre dans ce quartier où je suis, donc vous comprenez que je suis stigmatisée, je suis rejetée. Donc si je ne vous ressemble pas, forcément, je ne suis pas à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais? L'être humain ne peut pas vivre seul. Hein. Forcé par un discours religieux des imams, des tubes cathodiques, forcé par ceux qui veulent véhiculer une religiosité ou une religion politique, certes, oui. في أن الحجاب بهذا المعنى أو لبس الخمار السابغ هذا فريضة على كل مسلمة. C'est plus la même démarche en fait. Quand elle est portée par contrainte ou par peur, c'est plus le même voile en fait. On le voit. Personnellement, je le vois pas de la même façon. Il a plus son sens. J'ai souvent questionné justement mon rôle de femme, et d'ailleurs, quand j'ai porté le voile, j'avais l'impression qu'en le portant, du coup, je devenais l'égale de l'homme, puisque j'étais plus une source peut-être de tentation. Et du coup, que c'était une façon, c'était une méthode de mettre complètement à égalité avec les autres, les hommes, et de rentrer dans un échange purement intellectuel et spirituel. Moi, à titre personnel, j'ai jamais eu le sentiment que l'islam pouvait être misogyne. J'ai vu des musulmans misogynes, ce qui est totalement différent. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette question liée à la laïcité et au burkini. Je demande une loi d'interdiction sur tout le territoire de la République. Ça n'est pas un arrêté à strictement parler anti-burkini, c'est un arrêté qui a une portée beaucoup plus large, qui vise à assurer la sécurité sur la plage. J'ai pris l'arrêté pour interdire les baignades étant tout habillées, en me référant, bien sûr, à de nombreux textes sur l'hygiène. On sait que sur les plages du Nord, il y a des phénomènes de bâche, de marée importante, de courant. Il est très imprudent de se baigner avec un vêtement. Burkini, qu'est-ce que c'est? C'est une modiste australienne dont la sœur fait du surf, mais elle veut faire du surf et en même temps avoir une tenue islamique. Ça n'a rien à voir avec le monde musulman. Parce que je ne crois pas qu'une jeune saoudienne, elle fasse du surf. Donc, vous voyez, on est dans des espèces de fantasmes. La fermeté de la République est aujourd'hui testée par des provocations militantes et politiques. Donc, du coup, on en a fait un phénomène de combat de l'islam face à l'Occident. Est-ce que pour autant, ça a multiplié le nombre du burkini? Non. C'est du grand n'importe quoi. Les gens qui vont à la plage, c'est des gens qui sont prêts à avoir la nudité d'autres personnes. Ils vont la voir. Celui qui suit scrupuleusement les principes ou les préceptes émis par les 4 écoles fondatrices musulmanes juridiques n'ira pas à la plage, parce que c'est interdit. Et c'est là où on voit cette incompréhension des courants. Là, on est dans une autre chose. On est dans une sorte de passage, c'est-à-dire dans un pas vers l'autre. C'est-à-dire des femmes qui sont voilées, mais qui veulent se baigner. Quand le doute s'installe, il y a une sorte de dissonance cognitive, c'est-à-dire un état inconfortable. Il faut trouver une solution, puisque là, il y a quelque chose qui contredit le croire. Et donc, là, il y a le bricolage religieux. J'essaie de mettre en garde contre cette inconscience qui consiste à se faire peur tout le temps, avec n'importe quoi. Quand on a des micro-phénomènes comme cela, qui sont à l'échelle de la société française de l'ordre du 0,0000 quelque chose. Bon. Et que ça fait la une de nos médias pendant des jours, voire pendant des semaines, et que ça devient l'affaire de l'été. On joue non seulement à se faire peur, mais on se met en danger parce qu'on va alimenter dans tous les esprits, 1, la tension, 2, la peur, et inévitablement,
Ça va profiter, ça, à l'extrême droite, pour dire les choses très clairement. Le problème du burkini, c'est que ce n'était pas un objet ancestral. C'est un objet moderne qui porte une vision archaïque de la société. Et la question, elle est plus idéologique que juridique. Et sur le rapport aux femmes, le cadre juridique, il est clair, c'est celui de l'égalité, mais c'est dans les pratiques sociales que ça se joue. Et ça, c'est un rapport à l'idéologie au sens de quelle société on veut construire. Le statut des femmes, c'est le baromètre de l'état d'une société, ici comme ailleurs, qu'elle soit musulmane ou catholique ou protestante. Il ne suffit pas de dire que dans l'écrit coranique, l'homme et la femme procèdent tous les deux d'une même âme unique. C'est vrai, le verset est clair. Adorez votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme unique et qui a instauré entre vous amour et miséricorde. C'est vrai, mais il faut aussi continuer cette notion de progrès qui me fera dire que le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. A fortiori pour la femme musulmane. Parce que rien, théologiquement, philosophiquement, ne s'y oppose, si ce n'est la construction humaine de jurisconsultes, hommes, qui parfois dans leur machisme, dans leur sexisme, voire dans leur misogynie, ont théorisé tout un corpus qui relègue la femme à un plan inacceptable. Au regard de nos normes culturelles d'aujourd'hui, qui sont l'émancipation des personnes à leurs droits égaux, il n'y a aucun doute qu'il est difficile pour les femmes de se retrouver pleinement dans le monde religieux. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas se voiler la face. Le monde religieux a toujours été un monde de sujétion des femmes. Je crois que entre femmes et religion, il y a une antinomie. Il y a une vision patriarcale, il y a une vision peut-être machiste, mais qui est basée sur une culture rurale qui était la culture d'origine, qui a été transposée en France. Donc cette vision rurale de la vision de ce que c'est que la femme, l'épouse, etc., est quand même largement héritée de cet écosystème rural. Je viens des Comores, par exemple, et aux Comores, traditionnellement, c'est la femme qui hérite du foncier, qui hérite de la maison, et on lui dispute rien du tout. Et il y a des amis qui me disent « Oui, mais c'est contraire à l'islam ». Je leur dis « Mais qui vous a dit cela ?» L'islam n'est pas patriarcal, mon ami. Il n'est pas matriarcal non plus. C'est une religion. Et là où il atterrit, eh bien, il se marie avec les réalités locales. Il n'est écrit nulle part que la femme doit faire à manger à son mari ou faire... C'est du pipeau, tout cela. Mais il y a des répercussions sur beaucoup de choses qui, aujourd'hui, constituent ce que nous pensons être l'islam, alors qu'en réalité, ça ne fait pas partie des bases de l'islam, mais plutôt d'éléments qu'il faut revoir, sous peine, encore une fois, de voir notre foi partir en lambeaux. Être un musulman sécularisé, selon moi, c'est ne plus considérer son islamité comme une étiquette sociale, comme un outil de distinction sociale, c'est considérer que l'islam est un outil de cheminement personnel, de réflexion personnelle dans sa vie spirituelle. On a des chiffres sur la pratique des musulmans.
On a les chiffres sur le rapport à l'islam, le rapport au dogme, etc. On a des chiffres. Et moi, je suis remonté jusqu'aux années 80, justement, pour voir cette évolution. Et l'évolution est très claire. On a une sorte de distance vis-à-vis du dogme. On a une rationalisation du croire, une recomposition des pratiques. Quand j'ai retiré le voile, j'ai vraiment dû faire, du coup, un effort supplémentaire spirituel, de rencontre avec Dieu et de questionnement. Parce que je me disais, je perds ça, mais en même temps, je suis toujours musulmane. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte de nourrir plus ma spiritualité? C'est pour ça que j'ai continué de chercher. Et bon, on cherche toute une vie de toute façon. Si vous deviez compter le nombre de musulmans qui viennent à la mosquée, c'est une proportion très infime. Très, très infime. Je peux vous dire que ceux qui fantasment sur ça se trompent royalement. Si les 6 millions de musulmans en France venaient dans les mosquées, ça se saurait. J'ai l'impression que de plus en plus de musulmanes et de musulmans libres font leur coming out. Mais véritablement leur coming out, c'est-à-dire osent dire qu'on peut vivre son rapport à l'islam en dehors des carcans traditionnels. Et ça va provoquer d'autant plus de réactions que du côté de cet islam traditionnel, il devient de plus en plus difficile de maintenir tout le monde sous l'été noir. Et il y a une ouverture vers d'autres systèmes de croyances et d'autres régimes de vérité. Par contre, ce n'est pas impossible aussi qu'on aille jusqu'à l'abandon de cette croyance. Mesdames et messieurs, je suis arabe, non musulman. Voilà. Donc je laisse un peu de temps pour... Non, mais c'est pas pour les applaudissements. Voilà, chelou d'ailleurs, non, les applaudissements. Bravo, enfin. Oh putain, mais je savais, je t'avais dit chérie que ça existait, c'est pas comme les vampires, il y en a quand même. Merci d'être là, on est avec vous, bravo, voilà, bravo. Non mais je comprends aussi l'étonnement, parce que c'est vrai que quand tu es arabe non musulman, il y a un petit côté concept car. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. La liberté de changer de religion. À un moment, on ne sait plus si on est musulman ou on est athée. D'ailleurs, on a tendance à les appeler les athées musulmans. Oui, je l'accepte et je le comprends, parce que c'est vrai que la religion telle qu'elle est expliquée, peut-être pas aujourd'hui, mais un peu des années en arrière, oui, en fait, on nous enseigne beaucoup d'interdits qu'on ne comprend pas forcément. Donc ça repousse, en fait. Mais c'est vrai que c'est vécu aujourd'hui le plus souvent d'une manière discrète, parce que bien que un musulman ne croit plus en l'islam, il ne veut pas perdre sa famille. Et donc certains gardent un lien. L'apostasie est toujours considérée comme une sorte de trahison de la mémoire, une sorte de trahison de la famille. Moi, par exemple, qui ai depuis des années porté ce que j'ai appelé le self-islam, c'est-à-dire justement le droit pour chaque conscience de nourrir le rapport qu'elle souhaite à la religion, y compris le droit de ne plus avoir de religion, etc. Eh bien, très tôt, je me suis heurté à cette fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'on m'a dit, certains m'ont dit, que je franchissais là la ligne rouge, hein, c'est-à-dire de ce qui est impossible. J'ai quitté mon entourage pour aller faire mes études, et là, je pratiquais de moins en moins. Du coup, je me suis rendu compte que jusqu'ici, j'avais pratiqué ma religion, non pas de manière verticale, mais de manière horizontale. C'est-à-dire que je pratiquais pas l'islam en me demandant qu'est-ce que lui allait penser de moi, mais qu'est-ce que eux allaient penser de moi. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas croyant, j'étais pas musulman. Je l'étais pour faire plaisir, pour faire comme les autres, pour pas être jugé. Et j'ai continué à dire que j'étais musulman. Je me mentais à moi-même, je mentais aux autres. Alors ça se voyait que j'avais rien de musulman. J'étais comme le gars qui te dit « Mais puisque je te dis que je suis pilote de ligne, enfin ! Oh ! Allez, on y va c'est les toilettes, attendez !» Je me rappelle d'un ex-musulman qui me dit « Moi, je vais à la mosquée simplement pour qu'on ne soupçonne pas mon abandon de l'islam. Je vais avec ma famille, etc. Je ne peux pas montrer ça, parce que je serais
automatiquement rejetés. C'est la réalité. C'est la réalité, même en France. Mais il faut rappeler qu'on est dans une nouvelle génération qui ne se contente pas de ce que certains appelaient le mimétisme, c'est-à-dire une sorte de rituel sans réflexion, mais une génération qui a besoin d'aller plus loin et de se définir. Pas seulement avoir une identité musulmane, mais de se définir, c'est-à-dire si je n'ai pas à se croire, bah, autant rejeter l'identité. Il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus et qui disent clairement que soit on réforme notre manière, notre rapport ou nos rapports au texte, soit c'est notre foi qui est menacée de disparition. Là, je pèse bien mes mots. Alors qu'on n'est pas conscient du nombre de personnes qui quittent l'islam à cause de cette manière, entre guillemets, rigoriste de voir les choses. Parce que pour moi, c'est pas du rigorisme, ça relève davantage de la bêtise que d'autres choses. Aujourd'hui, l'islam traditionnel a plusieurs rendez-vous critiques avec lui-même. Il y a la question de la femme, bon, de l'égalité homme-femme. Il y a la question de l'antisémitisme. Il y a la question aussi de l'acceptation, je le disais, de l'altérité, hein, l'autre qui ne croit pas comme moi, l'autre qui n'a pas la même culture ou la même religion, les mêmes convictions que moi. Il y a aussi la question de l'homosexualité, puis de toutes les alternatives à l'hétérosexualité. Et ça choque profondément une mentalité conservatrice qui, une fois de plus, est incapable d'accepter l'altérité, c'est-à-dire est incapable d'accepter la différence. Et donc vous voyez comment, en miroir, c'est très ironique, on a finalement le même problème du côté de l'islam et du côté de la société française, ce qui est l'acceptation de la différence. Accoler à tous les Français musulmans une seule et même identité, qui plus est uniquement religieuse, est un non-sens. La complexité du rapport qu'entretient la société française avec l'islam est-elle la conséquence de ce regard biaisé par des préjugés? Nous avons réalisé une enquête auprès des Français, musulmans ou non, afin de mieux comprendre le rapport qu'ils entretiennent avec l'islam. L'islam de France, c'est un islam qui est vécu par des Français, pratiqué par des Français, avec tout ce que cela suppose. Les musulmans français sont français. Ils sont non seulement de nationalité française, mais ils sont de culture française. La France est une puissance musulmane, qu'elle le veuille ou non. Elle devrait presque faire partie de l'organisation de la conférence islamique. Cette enquête démontre que, loin des préjugés, la manière de concevoir et vivre l'islam est multiple, complexe, parfois contradictoire, et que le désir de vivre sa foi tout en revendiquant son appartenance à la nation est fort. Aujourd'hui, on est en France et je pense qu'il est temps d'avoir des réponses françaises à des problèmes français. Où sont les imams européens ou français qui nous parlent du futur avec l'intelligence artificielle et comment ça va se marier avec la spiritualité ? Le débat public repose encore largement sur une conception simpliste du rapport que les musulmans entretiendraient avec leur pays. La vraie question, elle n'est pas tant dans le fait d'être musulman. Elle est, c'est quoi être français aujourd'hui? C'est un ramassis de peuples bizarres qui ont été mélangés. À un moment donné, nous allons réussir à nouveau à fabriquer ensemble du commun, des valeurs communes avec les musulmans, sans pour autant vexer cette diversité, mais tout en lui faisant justice. Notre sondage montre qu'il existe une grande diversité, souvent mal connue, chez les Français musulmans. Il atteste aussi du fait qu'il y a des crispations réelles entre la société et l'islam. Le rapport de défiance vis-à-vis de l'islam n'a rien de nouveau. 2015 et sa vague d'attentats apparaît néanmoins comme une année charnière, une rupture. La foi, qui relevait de l'intime, fait son irruption dans le champ médiatique et devient, par conséquent, une question publique. Dans la foulée, 56% des Français affirment dans un sondage que l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française. La marche du 11 janvier 2015, moi je suis parti, j'y étais, mais je ne suis pas parti avec l'étiquette du musulman écrite sur le front. Ça n'a pas de sens. Et des comme moi, il y en a eu des milliers.
Mais vous savez, c'est la fable du loup et de l'agneau. Si ce n'est pas toi, c'est un des tiens. À titre personnel, j'y étais avec ma famille, même avec mes sœurs, avec mes beaux-frères. Et effectivement, on n'a pas... on avait des pancartes. Je suis juive, je suis musulmane, je suis Charlie, je suis française, etc. Mais c'est très difficile de pouvoir dire, voilà, moi j'y étais, en tant que citoyenne française, évidemment. Il se trouve qu'en plus, je suis musulmane, donc ça me touche quand vous dites que les musulmans n'étaient pas là. Et en même temps, on passe inaperçu dans une manifestation. Qu'est-ce qu'attendent les musulmans, finalement, de France, pour leur immense majorité? De ne pas être stigmatisés comme supportant l'islamisme et le terrorisme islamiste. Ils ne prennent pas position et on leur en fait le procès parce qu'ils sont déjà français, ils sont déjà citoyens, ils ne se considèrent pas comme avant tout musulmans. Moi, je suis allé à la manif. Mais des tas d'amis m'ont dit, j'irai pas. On me force pas à la tristesse nationale. Je le suis déjà et j'ai pas besoin qu'on me l'impose et qu'on me montre du doigt en me disant, mais tu sais, si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Je veux bien qu'on dise, voilà, les Français sont en manque d'amour les uns des autres. Mais l'injonction, ça n'a jamais apporté d'amour à qui que ce soit. Je suis frappée aussi de ne pas entendre les musulmans modérés après chacun de ces attentats. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une réflexion à mener en France sur cet islam modéré et islam des Lumières, mais on ne les entend pas. Quand on a ces musulmans qui s'expriment, on n'a jamais dans la rue les fameux musulmans qui sont invisibles, dont on nous dit qu'ils ne sont pas ceux-là. La laïcité, c'est la possibilité pour tous les Français de pratiquer la religion de leur choix, y compris pour les Français musulmans. À une condition, évidemment, c'est que les Français musulmans disent clairement qu'ils n'ont rien à voir avec ce fanatisme, avec cette barbarie. D'un côté, la société dit « disparaissez », votre religion, on ne veut pas la voir, on la respecte, hein, vous êtes libre, mais on ne veut pas la voir. De l'autre côté, il faut que vous condamniez les attentats en tant que musulmans. Sortons de l'angélisme, soyons réels, factuels. Il y a combien de musulmans en France? 6 millions de gens. Qui vivent, c'est votre médecin, c'est votre ami, c'est votre pompier, c'est votre policier, c'est votre... Je veux dire, ces gens-là sont là au quotidien. Si ces gens-là posaient tout ce problème, on n'en serait pas là. « 88% des Français musulmans sont opposés à l'idée que l'on puisse rejoindre Daesh. C'est exactement le même chiffre que dans la population globale. La communauté musulmane de Châteauroux exprime son horreur. La communauté musulmane donc, de Lille et de France condamne absolument ce qui s'est passé. La condamnation de ce qui s'est passé, de cet acte de meurtre. L'islam, c'est une religion de paix, de fraternité, de pardon. Un très grand nombre de voix se sont élevées, notamment dans les mosquées, pour dénoncer les crimes commis au nom de l'islam. Mais ce sont les voix discordantes que l'on a surtout entendues, notamment sur les réseaux sociaux, et un slogan en particulier a parasité les débats publics, un slogan symbole de défiance, « Je ne suis pas Charlie ». Depuis la marche historique de dimanche, le malaise de certains est venu nuancer le sentiment d'unité nationale. Au dérapage de quelques-uns aussitôt condamnés est venu s'ajouter le scepticisme de certains jeunes pour qui la religion et ses symboles restent intouchables. Qui fait les caricatures sur les présidents et tout ça, on s'en fout. Mais la religion, c'est pas pareil. Je suis désolée, franchement, ils ont abusé. Je trouve que la liberté d'expression, ça va trop loin. À ce moment-là, on peut en rire, pas de souci. Mais à partir de parler du prophète, c'est interdit chez nous. Les musulmans, c'est interdit. Moi, je me sens pas Charlie parce que je cautionne pas leurs caricatures. Je suis pas Charlie, mais je soutiens les familles parce que ça me fait de la peine de voir des gens qui sont morts pour des dessins, en fait. Je suis contre de ce qui a été fait, mais je suis pas Charlie. Si on dit que je suis Charlie, ça veut dire être pour la liberté d'expression, oui, dans ce cas, je suis pour la liberté d'expression. Si on dit je suis Charlie pour défendre un journal qui pousse à la haine, qui surfe sur les peurs, non, je ne suis pas Charlie. Moi, j'ai eu des élèves en
en seconde ou je sais plus en quelle classe, qui au moment de faire la minute de silence, on dit non, pourquoi on fait ça et on ne fait pas les minutes de silence quand des enfants meurent au Pakistan, en Palestine, ou je ne sais quoi. Je leur ai dit, vous savez, quand vos parents meurent, quand il y a un parent, un ami proche qui décède, est-ce que vous accepteriez que quelqu'un vienne faire la fête à côté de chez vous? Elles m'ont dit non. Je lui ai dit, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Charlie, c'est chez nous que ça a eu lieu. Donc c'est normal que parce que nous sommes une communauté nationale, il nous soit demandé de manifester notre soutien, notre compassion, etc. C'est tout. Dans une société démocratique, on a le droit de ne pas être Charlie. On n'est pas obligé d'avoir la même sensibilité que ce journal. C'est juste que c'est un drame qui a frappé le pays, et en tant que tel, il nous est demandé d'être solidaires avec celui-ci. C'est tout. Et donc on a vécu dans cette espèce de confusion générale. On peut et on doit être solidaire des victimes, être horrifié moralement par ces assassinats et les combattre politiquement ainsi que l'idéologie qui va avec, mais ça ne veut pas dire qu'on doit souscrire à l'idéologie politique ou anti-religieuse de Charlie Hebdo. Donc voilà la cause du malaise. Reste que parmi les 55,5% de musulmans français se déclarant croyants et pratiquants, une frange interpelle la société française. Ils affichent au nom de l'islam une certaine défiance envers la République. On dit d'eux qu'ils sont radicalisés et isolés. D'après notre sondage, ils seraient 10% de la population française musulmane. Dans le monde musulman, il y a une espèce de phagocytation de l'islam par le salafisme, qui a une lecture hyper rigoriste. Abdel ignorait tout de l'islam. Les gestes de la prière, il ne les connaissait pas. Il ne faisait pas non plus le jeûne du Ramadan. Abdel dit avoir appris dans des livres destinés aux enfants et aux débutants. Comme je ne parle pas spécialement arabe, on m'a offert ce livre. Et en une semaine, je connaissais déjà quelques sourates. Je savais déjà ce qu'il fallait dire pendant ma prière. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des personnes qui n'étaient pas du tout pratiquantes et qui sont devenues pratiquantes, mais avec une pratique, c'est plus qu'une pratique, c'est un jugement de l'autre. C'est-à-dire qu'on va dire, parce que vous ne pratiquez pas comme eux, ils vous sortent de l'islam, vous n'êtes plus musulman. Le problème, c'est que personne n'était prêt à ça. Souvent, on caricature en disant que les jeunes dans les quartiers prioritaires ont le choix entre deux identités. La première, c'est, face à la crise économique, de rentrer dans de la prédélinquance, de la consommation déviante ou voire du grand banditisme. Et la deuxième identité, c'est celle du religieux, rigoriste, fondamentaliste, voilà, ultra-orthodoxe. Ceux qui se sont radicalisés, c'est pas nos grands-parents ou nos parents qui... Ou c'est pas le blédard, comme on l'appelle, celui qui est venu du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte. Non, la plupart, on regarde, c'est des jeunes qui sont grandis en France, qui sont convertis. Voilà, c'est des jeunes qui ont quand même un problème plus profond. Le développement du salafisme en Europe et en France, il est lié à la capacité de l'Arabie saoudite à exporter son modèle religieux. Et cette capacité, elle est d'autant plus forte que c'est une puissance économique qui a de l'argent. Et du coup, on a du mal, les écoles classiques d'un islam, on va dire culturel ou historique, ils ont du mal à résister face à cette avancée parce qu'ils ont un discours hyper percutant auprès de la jeunesse et ils bénéficient de moyens colossaux. ثم أنه لا يجوز كذلك لهذه المرأة أن تخرج متبرجة. La part de soutien financier à cette propagande est d'environ 7 milliards de dollars par an. Donc les autres en face font pas le poids. Et donc il y a une conjonction du marché et de la pensée religieuse appauvrie et qui a irrigué le monde musulman et aussi le monde des diasporas.
يبون يعرفون كيفية ضرب المرأة. ما هو الضرب في الإسلام؟ الضرب في الإسلام ضرب خليك واقف شوف شلون؟ يعني الرجل لابد انه يحسس زوجته بايش؟ بقوتها. قايل لك لا تطلعين. كم مرة اقول لك لا تطلعين؟ شوف الضرب شلون؟ قلت لك لا تطلعين، ضرب خفيف اخواني الافاضل. Typiquement, le gamin de quartier qui a besoin d'une réponse dans son islam, s'il va voir un imam qui lui dit « Bon, attends une semaine, je vais chercher la réponse », il ne va pas attendre. Le soir même, il va sur YouTube et il a accès au pire. Un jeune, quand il avait besoin de parler, de poser des questions sur sa foi, de façon très simple et basique, la première chose qu'il faisait, c'était d'aller chercher sur Internet. Comme on appelait, on disait, il allait voir cher Google. Donc il allait taper, est-ce que dans l'islam, on peut faire ça ou pas? Et donc, une fois que vous vivez tout le temps dans ce circuit fermé, où vous êtes dans l'entre-soi, où vous avez toujours les mêmes vidéos, et YouTube et Facebook vont vous aider avec leurs algorithmes, parce qu'une fois que vous avez vu une vidéo, vous en verrez d'autres. Donc à ce moment-là, effectivement, je crois que c'est le début là, de quelque chose qui peut être dangereux. Il y a 15 ans, en fait, Daesh n'existait pas, mais effectivement, il y avait déjà un certain nombre d'imams saoudiens, par exemple, qui dictaient des avis juridiques, des fatwas spécifiquement pour la France. C'est quand même intriguant. Pourquoi est-ce que ça les intéresse autant de venir s'occuper des Français? C'est-à-dire, c'était à l'époque, ça m'avait aussi un peu perturbé, et donc vous aviez accès à ça. هذا من الأدلة والأدلة أيضا كثيرة على الشمس التي تدور. الأدلة العقلية بارك الله فيكم. Je me rappelle de veillées où on nous racontait les histoires de prophètes ou de compagnons du prophète qui faisaient appel à des notions positives de respect de la parole donnée, de respect de ses professeurs, des parents, du voisinage. Donc c'était vraiment quelque chose de positif qui était transmis dans cette oralité-là. Là où ça bascule, c'est que les jeunes que nous sommes ne veulent pas se contenter de l'oralité et nous avons besoin d'accéder au texte. Et c'est là que nous tombons sur ceux qui sont produits par l'Arabie Saoudite. Il y a une vraie césure à ce moment-là entre les anciens et nous qui étions dans l'accès à la littérature qui donnait une vision radicalement différente de celle de l'islam de nos parents. On peut être salafiste sans être djihadiste, on peut être rigoriste sans vouloir absolument se... Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est sur le terreau du conservatisme que pousse la radicalisation, où c'est le conservatisme qui offre des ressources à la radicalisation, ou offre des ressources d'excuses à la volonté de tuer son prochain. Le point extrême de la radicalité, c'est quand se combine cet aspect idéologique, fondamentaliste ou absolutiste, et une dimension d'adhésion à la violence, ou à justification de la violence. C'est quand il y a cette combinaison que le risque d'adhérer à une idéologie religieuse violente et très radicale est le plus élevé. Et donc ça, effectivement, cette conjonction, elle est plus probable dans ces quartiers sensibles. Je pense qu'on a un phénomène de ghettoisation qui est en cours dans certaines zones du territoire, de ghettoisation au sens où les normes républicaines n'ont plus cours, et au fond, il y a une sorte de socialisation à la violence et à la déviance. Cette tolérance à la violence, elle est 4 à 5 fois plus forte dans ces zones urbaines sensibles que dans les autres zones sur lesquelles on a enquêté. Mais insistons quand même sur le fait que c'est une petite minorité, bien sûr. Alors, quand est-ce que ça bascule? Je pense que c'est vraiment la décennie 90. C'est la décennie 90 qui a vu notamment des mouvements salafistes, djihadistes, inclus dans des conflits, je pense au conflit en Tchétchénie, je pense au conflit en Bosnie. C'est là qu'on a vu les premiers recrutements avec des individus qui ont quitté cet entre-soi rigoriste sur des bases islamiques pour intégrer des mouvements politiques qui prônent la violence. Et là, on est dans notre définition de la radicalisation.
En 1992, la guerre éclate en ex-Yougoslavie entre bosniaques musulmans et serbes orthodoxes. Des milliers de djihadistes rejoignent les rangs de l'armée bosnienne. Le salafisme fait alors son apparition en Europe. Là où je bascule, c'est que lorsque j'entends parler des exactions commises en Yougoslavie, j'entends aller combattre sur place. C'est là que j'ai besoin de cette idéologie parce que je me rends compte que ma vie ne tient qu'à un fil. Une mauvaise réponse à un checkpoint, c'est une balle. Un regard porté à quelqu'un qu'il ne faut pas, c'est une balle. Ce que je recherche, moi, dans cette idéologie, c'est la propension à ne plus craindre de mourir. Et quand je valide que si je meurs martyr, c'est la formule magique. Ça me galvanise au-delà de ce que ça n'était le cas préalablement. Parce que soit vous l'emportez militairement sur votre adversaire, soit il vous tue et vous allez au paradis. Quel que soit le résultat, vous êtes gagnant. Le 25 juillet 1995, alors que le conflit en ex-Yougoslavie prend fin, le terrorisme islamiste surgit en plein Paris. 4 morts, une quarantaine de blessés, dont 16 graves, dans un attentat au cœur de Paris, à la station Saint-Michel. Une bombe explose à la station RER Saint-Michel à Paris. Elle fait 8 morts et 117 blessés. 3 semaines plus tard, l'auteur de l'attentat est identifié. Il s'appelle Khaled Kelkal. C'est la première fois qu'un jeune ayant grandi en France est impliqué dans un attentat commis dans le pays. Le nom de Khaled Kelkal ne figurait pas dans les fichiers des spécialistes de la lutte antiterroriste, mais à Lyon, il était connu des services de police. De tous ceux que j'ai rencontrés, tous ne sont pas des abrutis. Il fait partie des 10 plus intelligents que j'ai rencontrés. Mais il était animé par une haine qui m'expliquera. Il est intéressant, le cas de Khaled Kelkal, parce que c'est le cas de quelqu'un qui a été socialisé en France, qui avait un parcours scolaire pas forcément mauvais. Il était très bon élève au lycée. Et entendait rejoindre une université prestigieuse qui recrutait sur dossier. Et il m'explique qu'il y a une petite blonde dans sa classe qui sera prise alors qu'elle a un dossier qui n'aurait pas dû être accepté. Donc là, il y a une première rupture. Parce qu'il y a cru à l'ascenseur social. Il s'était donné les moyens d'y arriver. Alors, je ne le dédouane pas. Maître Zelmati avait défendu celui qui est désormais l'homme le plus recherché de France il y a 5 ans, quand il n'était encore qu'un délinquant primaire âgé de 19 ans. Et ensuite, petit délinquant, donc, qui fait de la prison, et puis qui est amené à connaître les milieux islamistes. Autour de cette mosquée de Vaux-en-Velin qu'il fréquentait, certains habitants avaient remarqué l'arrivée de religieux venant d'Algérie. Ils se seraient peu à peu intéressés aux jeunes à problème du quartier. Et il sera en détention avec un ancien élu du FIS qui lui aura tout le temps de rentrer dans ces 2 failles-là, en les nourrissant en termes de rupture avec le modèle français. 95% des Français musulmans ne soutiennent pas Daesh. Mais 5% en ont une bonne image. Une infime minorité qui interroge néanmoins. Ce chiffre passe à 10% chez les moins de 35 ans dont le revenu global du foyer est inférieur à 1 250 € par mois. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas seulement que 5% ait une certaine idée de Daesh, c'est la porosité, la perméabilité d'esprit qui se rendent compte que quelque chose ne va pas dans notre système. Et donc, il suffit que passe un faux prophète, il suffit que passe une propagande, il suffit que passe une idéologie qui a l'intelligence de proposer du sens, de proposer de l'engagement, de proposer de la spiritualité, pour que, inévitablement, ça exerce un attrait, voire une fascination irrésistible pour des jeunes qui, tout simplement, ne savent pas quoi faire de leur vie dans une société qui n'a pas grand-chose à proposer à sa jeunesse. Le djihadisme ou le terrorisme apporte de mauvaises réponses à de bonnes questions. C'est là où il y a un hiatus. C'est-à-dire que nous avons des individus qui, pour des raisons objectives ou fantasmées, se considèrent comme déclassés ou tenus à l'écart de la croissance ou de la consommation. Du coup, il faut qu'ils trouvent une explication à ça. Et on leur propose un monde mythologique, attirant, j'appelle ça le Wonderland islamique, où tout fonctionne très bien, nous sommes dans la vérité. C'est quelque chose qui est assez simple en vérité dans la méthode d'embrigadement et la méthode de recrutement. Il y a une offre
en quelque sorte, pour rejoindre les rangs de ceux qui, dans le monde, combattent pour imposer des normes islamiques à certaines sociétés et pourquoi pas au monde entier. Le musulman s'occupe de son lien à Dieu, l'islamiste s'occupe de ton lien à Dieu. Elle est là la différence. C'est-à-dire que le croyant musulman est dans un état d'esprit, une posture philosophique, l'islamiste est dans une imposture sociale, parce qu'il entend imposer sa vision du monde aux autres. Je vois qu'ils sont en train de construire la norme du juste et du bien. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme eux, mais tout le monde se définit par rapport à eux. Ils ne veulent pas prendre le pouvoir en France. Ça, c'est une blague. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent convaincre qu'ils sont l'islam et convaincre qui? D'abord les musulmans. Ce qui domine dans la peur des gens, et ça on peut le comprendre, c'est l'image d'un islam global qui est quand même très inquiétant. Quand on voit ce qui se passe de l'Arabie Saoudite au Pakistan, on ne peut pas dire que l'islam donne le visage d'une civilisation très éclairée. Donc tant que le monde musulman donnera le bâton pour se faire battre, se ridiculisera aux yeux du monde entier à force de conservatisme, eh bien inévitablement, ça expliquera une partie de l'image négative que la société développe des musulmans. Cette image négative d'un grand nombre de pays musulmans n'est pas sans conséquence, puisque 7,5% des musulmans sondés estiment que leurs valeurs ou croyances sont mal acceptées par la société française. Et je comprends en fait ceux qui me disent « Oui, mais attendez, faites du ménage chez vous, parce que quand même, y a un problème intrinsèque. » Et je pense qu'il y a un problème intrinsèque parce qu'il y a un problème de production intellectuelle et littéraire. Toutes ces exactions trouvent dans l'héritage juridique musulman des preuves. Hein. Ça existe. Il ne faut pas être dans l'angélisme, etc. Il n'y a rien de ces exactions qui soit absent. C'est écrit vraiment à la lettre, mais par des savants qui ont vécu il y a 1000 ans aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'il faut une relecture de ces textes qui sera en adéquation et en phase avec les réalités qui sont les nôtres. C'est ce travail-là qui doit être fait aujourd'hui et qui permettrait aux musulmans d'être à la fois contemporains et croyants, parce que les deux ne s'opposent pas. Si on n'a pas une instance théologique qui puisse dire « Écoutez, là, il y a un moment donné, ça a été très mal traduit, voilà ce que ça voulait dire, ça ne peut pas être interprété dans ce sens-là, on vous propose cette interprétation, et les gens font leur choix. » C'est une date historique pour les musulmans de France. En France encore, les résultats de l'élection au Conseil musulman. En France, le Conseil du culte musulman se réunit pour la première fois à Paris en Assemblée générale. En 2003, pour pallier ce défaut de représentation de l'islam, l'État français crée le Conseil français du culte musulman, un organisme supposé représenter les musulmans vivant en France. Sa direction est élue par 4000 grands électeurs, représentant des plus grandes mosquées du pays, et non par l'ensemble des musulmans. Ce qui devait faire le cœur du projet, c'était l'idée qu'émerge en France une théologie musulmane qui puisse mieux prendre en compte la question de l'altérité, de notre commune humanité, et qui se détache des théologies dominantes actuellement qui ont comme point commun une certaine difficulté à penser la liberté de conscience, et donc cette idée qu'on appartient à une commune humanité indépendamment du fait qu'on croit ou pas. Seuls 24% des sondés musulmans connaissent précisément les prises de position de ces institutions supposées les représenter. Pour l'instant, si je suis sévère, je dis elles ont failli. Au sens où elles n'ont pas pu agréger autour d'elles les fidèles d'une manière massive. La difficulté que nous avons avec le Conseil français du culte musulman, que la société française a, c'est que ses responsables n'arrivent pas à parler
à la fois aux musulmans et à l'ensemble de la société pour la rassurer, alors qu'on connaît des dérives extrêmement graves à partir de l'islam. La question de la représentativité des musulmans, je pense qu'elle n'intéresse pas autant que ça les musulmans de France, mais de fait, elle est nécessaire pour pouvoir organiser ce qui est de l'ordre du rite, du quotidien, du français, de confession musulmane. Il est nécessaire de pouvoir organiser comme ça existe pour toutes les autres communautés juives, le consistoire ou autres. Le problème aujourd'hui, qui fait la limite qu'il n'y a pas d'islam de France, c'est que ceux qui gèrent les mosquées sont plus liés intellectuellement à la pratique de l'islam telle qu'elle se fait, en particulier dans les pays de l'autre côté de la Méditerranée, qu'elle pourrait se faire ici en prenant en compte l'évolution des sociétés. Les musulmans pratiquants choisissent la plupart du temps la mosquée qu'ils fréquentent en fonction de sa proximité avec leur pays d'origine. Maroc, Algérie, Turquie et Comores sont les pays les plus influents. Il y a un problème spécifique à l'islam de France qui est le poids des pays d'origine. Et quand je dis les pays d'origine, ce n'est pas simplement culturel, même si ce poids culturel est important, c'est le poids étatique. Parce que la proximité est telle entre nous et ces pays qu'on a accepté, si ce n'est sollicité, l'intervention d'États étrangers. Et aujourd'hui, cette intervention, elle est aussi utilisée comme moyen d'influence sur les diasporas. On a fait des erreurs et on est toujours dans l'erreur, à mon avis, de continuer à aller chercher dans des contrats avec des pays comme le Maroc et l'Algérie, d'aller négocier avec les autorités en disant « Vous, venez nous vous occuper de nos affaires ». Parce que, effectivement, nous, on ne peut pas, on est un pays laïque. Alors, comme il y a des gens qui sont d'origine algérienne, une sensibilité algérienne, une sensibilité marocaine, venez leur parler, leur dire qu'est-ce qu'est le bon islam. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est le centre, c'est le nœud du problème. Conséquence directe de cette vision du rapport aux religieux, le ministère de l'Intérieur estime que sur les 2500 imams qui officient en France, 300 sont des fonctionnaires de pays étrangers, notamment turcs ou nord-africains. La laïcité en France, ça veut dire aussi, c'est l'article 2 de la loi 1905, c'est ne subventionne, ne reconnaît aucun culte. Alors, je vais prendre un exemple très, très concret qui est la formation des cadres religieux. Alors, si vous dites, moi, je ne m'occupe pas de la formation des cadres religieux, y compris dans la sphère supérieure, etc., ça veut dire je ne réfléchis pas à ce que pourrait être un islam de demain, une théologie musulmane, etc., pour les populations musulmanes. C'est la conséquence logique. C'est-à-dire que ça ne me concerne pas. C'est la question des religions. Moi, je ne veux pas voir. L'imam arabophone ou ourdouophone pour les imams pakistanais, jusque dans les années 2000, ils avaient une communauté de fidèles qui parlaient leur langue, qui étaient arabophones et qui comprenaient totalement leur message. Puis après 2000, on a les nouvelles générations qui, eux, parlent pas. Pour la plupart, ne parlent pas l'arabe ou ne parlent pas leur langue d'origine. Et là où l'écart est venu. Par exemple, si vous allez faire la prière de vendredi, il y a le prêche de l'imam. Si c'est un imam qui parle sans comprendre la réalité de ce que vivent les musulmans, vous allez voir que les jeunes ne vont pas s'intéresser, ils vont parler entre eux. Limite, se mettre à l'extérieur et attendre la fin du prêche pour prier. Quand on pose la question à un savant marocain ou algérien ou saoudien en disant que je ne peux pas porter le voile au travail, il va nous dire travaillez pas. Tout simplement parce que là-bas, oui, il y a d'autres solutions, ils ont d'autres alternatives. Il ne va pas comprendre qu'ici en France, c'est pas qu'un besoin matériel, c'est que j'ai besoin de travailler pour m'affirmer en tant que femme, en tant que personne, en tant que citoyenne. Quand tu vas à la prêche, que tu es musulman le vendredi, que tu fais ta prière,
tu vas pas prendre de la haine. Moi, ça arrivait à un pote à moi qui a eu des enfants avec une femme blanche, mariée et tout. Et l'imam commence à, tu sais, oui, parce que ceux qui sont dans le métissage, s'est levé devant tout le monde. Hein. Il a dit, hey, parle du Coran, porte pas de jugement. Et toute la salle a dit, ouais, attends là, oh, tu sais, gars, on est français avant toi, nous. T'es un imam qui vient du fin fond du Maroc, et toi, t'as un jugement sur notre pays? Il faut rompre avec les pays d'origine et enfin voir un islam dit de France. C'est vrai que ce mot, certains nous le reprochent en disant oui, l'islam c'est la religion de Dieu, etc. Mais oui, personne n'a jamais dit le contraire. Et quand on parle d'islam de France, on n'est pas en train de dire qu'on va vider l'islam de ses bases. L'islam de France, c'est un islam qui est vécu par des Français, pratiqué par des Français, avec tout ce que cela suppose, qu'ils ont leur histoire, ils n'ont pas à prendre pour repère des gens qui vivent je ne sais où, auxquels ils vont demander des fatwas. Mais cela, je pense, doit nous faire réfléchir sur finalement notre relation à notre pays, notre relation à nos voisins, etc. La volonté aujourd'hui, c'est de se détacher de ces influences étrangères, donc avec tous les projets justement de l'organisation de l'islam en France aujourd'hui. Les musulmans français sont français. Ils sont non seulement de nationalité française, mais ils sont de culture française. Ils sont nés en France, ils ont vécu en France, ils ont été éduqués en France. Donc on ne peut pas continuer à leur donner des discours religieux et cultuels qui ont été élaborés à l'extérieur de la France. Aujourd'hui, on est en France et je pense qu'il est temps d'avoir des réponses françaises à des problèmes français. La France est une puissance musulmane, qu'elle le veuille ou non. Elle a plus de musulmans que le Qatar, que Oman. Elle devrait presque faire partie de l'organisation de la conférence islamique. Et géopolitiquement, elle aurait des tas de cartes à jouer. Ce qu'on veut, c'est des gens qui soient là pour les Français, voire européens, parce qu'on a des questions qui sont évidemment similaires dans les pays, en Belgique, en Allemagne. On a besoin de réponses. Moi, j'ai besoin de réponses sur le transhumanisme. Je me pose des questions sur la bioéthique, sur l'intelligence artificielle. Où sont les imams européens ou français qui nous parlent du futur avec l'intelligence artificielle et comment ça va se marier avec la spiritualité? Et est-ce que demain, si je sais pas, un robot peut prier à notre place, est-ce que... Enfin, je veux dire, voilà ce que je... C'est des questions. Ma génération, elle veut ce genre de réponse. Et effectivement, on veut que ce soit quelque chose de chez nous. Et chez nous, c'est la France aujourd'hui. La vraie question, elle n'est pas tant dans le fait d'être musulman. Elle est, c'est quoi être français aujourd'hui? C'est un ramassis de peuples bizarres qui ont été mélangés. Et ceux qui pensent aujourd'hui qu'être français, c'est être François Ier, et c'est des mecs qui se sont trompés de vision et de constat. Les Français musulmans, dans leur quotidien, revendiquent ce multiculturalisme. 69% d'entre eux se disent prêts à se marier avec une personne d'une autre religion. 26% d'entre eux le sont déjà. C'est 3 fois plus que dans la population globale. Il nous faut toujours réaffirmer qu'il n'y a pas dans notre pays, d'un côté les musulmans et de l'autre les Français, mais bel et bien uniquement des Français, de tous horizons, de toutes convictions, tous citoyens au sein d'une République dont la laïcité garantit à chacun la liberté et l'égalité et offre comme projet commun la fraternité. La laïcité, c'est d'abord et avant tout la protection et l'encadrement de 2 libertés fondamentales, la liberté de conscience et la liberté de culte.
On a beaucoup fait dire à la laïcité ce qu'elle ne voulait pas dire. Elle dit on ne va plus donner de pouvoir religieux aux politiques et on ne va plus donner de pouvoir politique aux religieux. C'est la séparation des églises et de l'État de 1905. Et donc à partir de là, tout le monde est en sécurité. Que vous soyez athée, agnostique ou croyant, vous n'avez rien à craindre de la religion, puisqu'elle n'a plus de pouvoir politique, vous n'avez rien à craindre de l'État, puisqu'il n'a plus de pouvoir religieux. Est-ce que chez les Anglais, chez les Allemands, chez n'importe lequel de nos voisins, il y a une loi religieuse supérieure à la loi civile? Évidemment non. Sauf que, en raison de l'histoire, cette évolution s'est faite ailleurs par une espèce de marche lente, progressive de l'histoire où le même résultat que le nôtre a été obtenu sans conflit. Mais en réalité, tout le monde occidental est laïque à la française sans le savoir. Sauf que les Français, pour des raisons de l'histoire, se croient obligés en plus de le dire et de l'affirmer très haut. Ce qui est évidemment un ressort conflictuel. La confusion est telle aujourd'hui dans les esprits que la laïcité n'est plus du tout vue comme un principe qui garantit la paix, la fraternité, la sécurité de tous, croyons pas, hein, mais comme quelque chose qui aurait été inventé à l'origine pour éradiquer le religieux et qu'on aurait ressorti du placard pour éradiquer l'islam, hein, en chassant de l'espace public toute présence, toute visibilité, toute manifestation de l'islam. Qu'est-ce que vous faites avec les musulmans en France? Est-ce que vous les mettez à part? Est-ce que vous les chassez? Est-ce que vous leur interdisez d'exercer? Je pense qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France. Par exemple, donner un prénom qui n'est pas un prénom français à ses enfants, c'est ne pas se détacher de l'islam. Et c'est vouloir transformer la France en un pays de plus en plus musulman. Il y a ce que j'appelle une laïcitite. Donc on brandit la laïcité pour tenir des propos islamophobes au nom de la laïcité. Alors que par définition, la laïcité, ce n'est pas la lutte contre les religions, mais plutôt le fait de donner à tout un chacun la possibilité de croire ou de ne pas croire, ou de laisser la possibilité à la spiritualité d'exister. Questionnés sur leur rapport à la laïcité, 81% des Français musulmans la considèrent comme assez ou très positive. Je suis arrivée en France en 95-96. C'était la décennie noire en Algérie. Donc mes rapports à l'islam ici étaient des rapports apaisants. Parce que j'ai trouvé un climat apaisant, un climat au fait qui m'a permis de vivre très bien ma religion et ma spiritualité. À aucun moment j'étais jugée par rapport à ma religion. Mais non, la laïcité en tant que telle, au contraire, c'est un cadeau. Ah oui, tant mieux. Quand on va à l'étranger, on voit un petit peu ce que c'est que de vivre dans des pays où il n'y a pas de laïcité, il n'y a pas de liberté de conscience et tout ça. C'est une beauté incroyable, hein, de pouvoir, comme ça, être libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer sans être montré du doigt. Parce que, in fine, et c'est très islamique, vous ne serez pas dans ma tombe comme je ne serai pas dans la vôtre. C'est une société laïque, républicaine. Nos pratiques ne sauraient être en contradiction avec la règle républicaine, ni avec la loi, ni avec la société, ni avec son histoire. Le seul souci que nous devons avoir, que nous soyons musulmans ou que nous ne soyons pas, c'est que les minorités convaincues sont toujours plus fortes que les majorités molles. Et l'histoire nous apprend toujours que le sentiment populaire a tendance à aller là où il sent de la force et de la conviction. Donc, il ne faut absolument pas céder à la panique ou à l'hystérie par rapport à je ne sais quelle menace islamiste qui nous déborderait du jour au lendemain, mais il faut rester parfaitement lucide, parfaitement éveillé en quelque sorte, et identifier effectivement ce qui pourrait nous conduire à des situations de non-retour.
Et il y a aussi un formidable point commun entre l'islam et la France, c'est qu'on a des valeurs, les libertés, égalité, fraternité, ce ne sont pas des monopoles de la France, ce sont des valeurs dont l'islam peut réutiliser et qui sont déjà présents dans ses textes et dans sa tradition. 77% des sondés musulmans estiment qu'il est possible de vivre en France en respectant les principes de sa religion. Moi, mon travail, c'est de montrer justement que dans la devise égalité, fraternité et liberté, c'est l'islam. Et que c'est pas parce que c'est dit en français que ça ne l'est pas. Et que c'est pas parce que c'est Emmanuel Macron qui est président de la République, qui ne serait pas musulman, que la France ne pratiquerait pas l'esprit de ce que veut l'islam. C'est ça mon combat à moi. Ce qui nous arrive avec l'islam, c'est à la fois fâcheux, parce qu'on s'aperçoit que, en fait, il y a beaucoup de tensions et de violence autour de ce sujet. Et en même temps, c'est, à mon sens, le lieu où va se régler l'avenir de la France. C'est-à-dire où elle prend rendez-vous avec ce qui sera demain son nouveau visage, infiniment plus pluriel, infiniment métissé, mais avec ce génie français, ce génie républicain, de fabriquer à la fois de l'un et du multiple. C'est-à-dire que je crois véritablement que, grâce à toutes ces tensions, eh bien, à un moment donné, nous allons réussir à nouveau à fabriquer ensemble du commun, des valeurs communes avec les musulmans, sans pour autant vexer cette diversité, mais tout en lui faisant justice. Pour 2000 combattants chez Daesh, on a 20 000 sous les drapeaux. On oublie ceux qui s'engagent dans l'armée française, 10 fois plus, dans les mêmes circonstances, dans le même terreau, dans le même environnement, dans le même quartier. On a 10 fois plus de jeunes gens musulmans ou n'ayant de l'islam que l'appartenance, qui vont plutôt défendre les valeurs de la République et défendre la nation, que ceux qui sont allés obéir ou répondre aux sirènes du djihadisme. Ah, ça, c'est ma plus grande fierté en plus, colonel de réserve de l'armée de l'air, parce que moi j'ai toujours été assez admirative de l'armée parce que je considérais que, là encore comme preuve d'amour, pouvoir se sacrifier personnellement pour défendre ses compatriotes, pour défendre son pays, il n'y avait pas plus grande preuve d'amour. Le soldat français ne combat pas pour une foi religieuse, aussi respectable soit-elle, mais pour son pays. Monsieur le ministre, la réalité de l'islam de France aujourd'hui, c'est plus que jamais celle d'un islam de contribution et de raison. C'est un islam du juste milieu, où le croyant vit sereinement sa foi dans le respect des lois et des principes de la République. Le fait de s'engager, en tant que Français de confession musulmane, est une façon de s'engager avec les deux identités n'étant pas contradictoires, parce que c'est une question politique, parce que c'est une question qui n'est plus privée, c'est une question qui est publique. Il ne faut pas laisser la thématique du rejet de l'islam à des gens qui veulent organiser la confrontation entre l'islam et la République, l'islam et la France, etc. Donc je pense qu'il y a un énorme terrain d'action, c'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais si on le fait sur de bonnes bases, je pense que à la fois les musulmans, en tant que citoyens, et le reste de la population française vont se rendre compte qu'enfin il y a quelque chose qui bouge. À la question de savoir s'ils aiment leur pays, 90% des Français musulmans répondent oui. Et 82% se déclarent fiers d'être français. Ce sont exactement les mêmes chiffres que pour la population globale. Hier, j'étais à une table, il y avait 5 musulmans. Bon, ça parle pas d'islam. Il faut comprendre que quand on se réunit, c'est pas ça dont on parle. On parle d'Mbappé, on parle de la situation des Gilets jaunes, et on parle jamais du fait de dire « Oui, mais regarde cette sourate ». Non. On parle français et on vit français.
Depuis 2015, les Français musulmans, chacun à leur manière et avec leur sensibilité, n'ont jamais été aussi nombreux à s'engager dans la société civile. Et à l'heure où les craintes de partition dans la population sont fortes, nombre de Français musulmans veulent au contraire créer des passerelles. Pour eux, il ne faut plus se contenter du vivre ensemble, il faut faire ensemble. Il y a lieu de se projeter sereinement et volontairement, cette volonté de vouloir changer les choses et les conjuguer dans le sens d'un bien commun, avec cette idée que notre nation est en devenir et elle aura un avenir. Et il nous incombe à nous tous de choisir la qualité de cet avenir. Beaucoup de barrières tombent, en fait. Quand on dialogue, quand on va vers l'autre, il faut s'ouvrir, en fait, à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas vivre tout seul, de toute manière. Donc là, c'est bien le vivre ensemble, enfin, c'est un terme qui revient. Mais le faire ensemble, c'est beaucoup mieux. On se dit, c'est le moment de réagir. Et au-delà de réagir, d'agir. On a une responsabilité. Moi, je parle de mes coreligionnaires. On a une responsabilité envers nos enfants. Parce que soit on en fait des victimes, soit on en fait des citoyens à part entière qui sont sur d'eux et qui sont en adéquation, symbiose avec eux-mêmes. Mais je suis optimiste parce que je pense que c'est une pépinière de très bons citoyens qui construisent ce pays. Je ne changerai de pays pour rien au monde, parce que je pense que les idéaux qui sont les miens, les valeurs universelles qui sont les miennes, sont le mieux respectées dans ce pays. Et défendues et mises en exergue, bien qu'elles ne soient pas forcément mises en pratique. Mais l'idéal est là, et ça, c'est le plus important. Je suis toujours dans le relativisme. Il faut apprendre à ne pas tomber dans l'essentialisation. Aujourd'hui, quand on parle de racisme d'État, je trouve que c'est très injuste, c'est pas les bonnes formules. Il faut pas dresser un tableau noir. Il y a des choses qui ne vont pas. C'est un peu comme un couple qui, au moment de divorcer, chacun dit à l'autre qu'il n'avait jamais fait rien de bien alors qu'ils ont vécu ensemble pendant 30-40 ans. C'est très injuste et c'est surtout pas très islamique. Parce qu'en islam, on nous apprend que quelqu'un qui nous a fait du bien, la moindre des choses, si on ne peut pas lui rendre ce qu'il nous a fait, on lève les mains et on prie pour lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire et d'avancer, parce que ce mal français, ce malaise français, de ne pas inclure et de continuer à construire l'autre comme le grand ennemi, le grand Satan, etc., n'est pas productif. Je pense que c'est indispensable. Indispensable. Ouais, je veux vivre ici et me dire, mes enfants, ils vivront en paix. J'ai un fils, je veux que mon fils vive en paix et qu'il se sente bien.